On va effectivement, et c'est vrai que c'est une configuration particulière, mais je trouvais tout de même que le sujet qui allait nous intéresser pendant 1 heure se portait à ce genre de situation d'hyperlieu, et on expliquera avec Michel Lusseau ce qu'est un hyperlieu, qui est le titre de votre dernier ouvrage. Michel Lusseau, vous êtes professeur, géographe. Je vais juste, pardon parce que j'ai mes notes qui sont en train de se... Voilà, 3e petit... géographe, professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon, où vous êtes d'ailleurs, hein, c'est dans votre bibliothèque que vous êtes, et vous dirigez depuis l'année dernière l'École urbaine de Lyon. Vous me contredisez si je me trompe, et puis on vous connaît aussi pour le travail que vous avez fait auprès du Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale. Je vais vous citer parce que c'est important, Michel Lusseau, pour comprendre votre démarche et votre façon d'être géographe, puisque dès le départ de ce livre-là, Hyperlieu, vous dites « Je pratique la géographie pour comprendre la façon dont les individus et les sociétés fabriquent leur cadre de vie et spatialisent leurs activités ». Si je devais résumer ça, et si je devais le dire d'une autre manière, vous êtes un géographe qui s'intéresse certes aux lieux, mais on ne peut pas parler des lieux sans les gens qui habitent les lieux, et habiter c'est essentiel, et sans parler d'espace. Et on parlera énormément d'espace, je pense, avec vous, l'espace aussi en tant que lieu politique, et vous citez très souvent Hannah Arendt, qui sera importante aussi dans la discussion qu'on aura. Bien évidemment, votre livre s'appelle Hyperlieu. Vous en avez déjà parlé, mais on ne pourra pas ne pas en parler. On parlera de non-lieu, puisque vous êtes aussi dans la continuité, contre ou dans la continuité, vous nous le direz, de Marc Augé, qui avait parlé de non-lieu dans les années 90, et qui parlait justement de tous ces lieux, et c'est ce qui nous intéressera, les lieux comme les aéroports, les gares, les malls, les grands espaces qui semblent un peu identiques partout, standards dans le monde entier, dû à la mondialisation depuis quelques années, et que ces non-lieux rendaient un peu uniformes, un peu plats, et vous mettez de l'autre côté en disant non, aucun lieu n'est plat, au contraire, les gens font sens et les gens les rendent peut-être moins uniformes, moins standards qu'ils le sont. Et il y a la question aussi du local qui est très importante pour vous. Ce n'est pas parce qu'on parle de mondialisation qu'on ne parle pas de local, et le local est éminemment essentiel. On verra tout ça avec vous. Et pour discuter avec vous, Michel Lusseau, Rini Gremaud, que je suis ravie de rencontrer aussi, qui est journaliste, et qui a eu l'idée folle en 2014, en janvier 2014, où il fait froid, de partir pendant 23 jours, visiter, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je crois que oui, tout de même, visiter. Ou traverser, en tout cas. Traverser ce qu'on appelle les fameux malls. Alors, on n'en a pas, nous, ici, mais les malls sont des très grands supermarchés, et on ne trouve pas que du commerce. On peut faire ses courses, on peut aussi s'amuser, on peut faire du sport dans certains, on peut manger, on peut dormir, on peut y vivre pendant plusieurs jours, puisque certains vont passer des fois un week-end complet. Vous êtes allé dans 5 pays différents, 5 gros malls différents, vous avez fait, je crois, plus de 20 000 kilomètres et traverser, aller du Canada à Dubaï et finir par Casablanca. Et la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle vous êtes parti voir ces malls part du local là aussi. Je pensais à vous, Michel Lusseau, c'est que vous vivez à Lausanne, et c'est en vous promenant dans une rue à Lausanne, une rue très commerçante, où vous avez fait le constat que c'était une rue devenue laide. Ça, c'est votre mot. Et vous vous êtes dit, mais comment peut-on laisser, et c'est une question aussi politique que vous vous posez à ce moment-là, comment pouvons-nous laisser ces rues commerçantes aussi laides? Est-ce que les gens font si peu cas de la beauté du monde? Et c'est de par ce constat que vous avez eu envie d'aller voir un peu justement dans le monde, ailleurs, pour voir ce qu'il en était. Je résume, mais il y aura d'autres choses. Voilà un livre plus personnel,
aussi, un livre de journaliste, mais aussi personnel, un livre, je trouve, très physique aussi, puisque vous vous mettez vous-même physiquement à l'épreuve. Ça ressemble un peu à une marathonienne pendant 23 jours. Et voilà un livre, Michel Luceau, plus conceptuel, on va dire, mais qui parle de la même chose et qui questionne le monde depuis une cinquantaine d'années, puisque finalement, quand on parle de mondialisation, c'est depuis une 50 ans que les choses ont changé. Et ces deux livres-là nous questionnent nous-mêmes sur notre rapport au monde. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans votre façon d'aborder les choses. Je vais commencer par vous, Michel Luceau, sur cette question du non-lieu, justement, puisque on ne peut pas, à mon avis, ne pas commencer par ça. Est-ce que votre livre Hyperlieu est une réaction à ce concept de non-lieu de Marc Augé ? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes et merci de la question. Dans les années 1980, en effet, Marc Augé, donc grand anthropologue français très important pour l'histoire de l'anthropologie, écrit un livre qui s'appelle Non-lieu, Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Et ce livre est une tentative de comprendre ce que l'on n'appelait pas forcément encore tout à fait la mondialisation. Mais Marc Augé avait le sentiment que le monde était en train de changer. Et parmi ces changements, il identifie l'apparition de nouveaux types d'espaces, de nouveaux types de lieux, les aéroports, les grands shopping malls. Alors le mot centre commercial d'ailleurs convient assez mal pour décrire cela, parce que nous Français, lorsque nous pensons à un centre commercial, nous pensons à un centre commercial de périphérie urbaine, autour d'un rond-point, accessible par automobile, tel que nous les connaissons. Les malls sont cela, mais bien plus que cela. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Centres commerciaux, grandes gares, et il dit mais ces lieux-là qui sont installés par la mondialisation, ne sont plus des lieux anthropologiques véritables. C'est-à-dire, pour Marc Augé, ce ne sont plus des lieux où l'être humain fait l'expérience de ce qu'est être un sujet humain dans un groupe social. Donc il dit ce sont des lieux d'aliénation. Pour lui, les lieux anthropologiques véritables sont les lieux de la tribu, de la maisonnée, mais absolument pas ces lieux-là, parce qu'on est exposé trop, d'après lui, à l'anonymat, aux contraintes fonctionnelles, à toute une série de choses qui nous attrapent, en quelque sorte, et qui nous empêchent de nous poser la question de ce que nous sommes, nous, et chacun d'entre nous, dans le rapport aux autres. Et donc, il dit, ce sont des non-lieux anthropologiques. Alors, c'est très puissant, et en même temps, pour un géographe, très insatisfaisant, parce que il nous propose une pièce formidable d'interprétation, mais ne voit pas ce qui se passe dans ces lieux-là. Et ce qui se passe dans ces lieux-là, je vais le dire en reprenant les mots de Rini Grémaud elle-même, page 143, lorsqu'elle fait la synthèse de son passage à Dubaï, elle dit passer quelques jours à Dubaï dans un mall fameux, peut-être le plus fameux du monde, le Dubai Mall, n'a donc rien d'exceptionnel, c'est seulement faire l'expérience du monde tel qu'il est. Et se faire expérience du monde tel qu'il est, ça a été mon point de départ depuis 20 ans en tant que géographe. C'est-à-dire je travaille aujourd'hui les hyperlieux, c'est-à-dire ces lieux très puissants que la mondialisation installe, à savoir les aéroports, les grandes gares, et les grands malls, c'est trois types d'espaces qu'on retrouve dans le texte de Rini Grémaud. Elle n'a pas pu ne pas passer à travers ces lieux-là. Elle ne peut pas ne pas les traverser, comme nous ne pouvons pas ne pas les traverser. Je dis souvent, aéroport, grande gare, mall, ce sont les 4 lieux les plus visités, les plus humanisés du monde. C'est là où l'on trouve le plus d'êtres humains. On ne peut pas ne pas, à un moment ou à un autre, les traverser en tant que individu. Et on y fait l'expérience de soi dans la relation aux autres, et l'expérience de soi dans la relation au monde. C'est pour ça que je les appelle des hyperlieux. Ce sont des sortes de lieux hyperboliques, pour ceux qui se souviennent ce qu'est une hyperbole en littérature, c'est une figure de rhétorique qui exaspère en quelque sorte des caractéristiques. Ce sont des lieux où, plus qu'ailleurs, nous rencontrons le monde tel qu'il est, pour le meilleur, pour l'ordinaire et parfois pour le pire.
Et vous ouvrez aussi à d'autres lieux, des lieux qui sont devenus des hyperlieux à cause d'événements, parfois tragiques. Nous parlerons notamment de la place de la République à Paris, lieu devenu éminemment symbolique depuis Charlie Hebdo, les ZAD, les contre-lieux aussi, et les alter-lieux. On en parlera aussi. Puisque vous parlez d'expérience, moi je voudrais que vous me parliez d'une même expérience que vous avez vécue tous les deux. Il en est question dans vos deux livres, l'expérience de l'aéroport avec les avions qui ne décollent plus. Tous les deux, vous en parlez. Rémi Gremaud, vous êtes effectivement au milieu de votre voyage, au début, au début. Il fait très froid, je crois que les avions ne décollent pas, et vous vous retrouvez bloqué à l'aéroport. Et vous avez un mot qui m'intéresse, et vous ne le dites pas le mot-là, Michel Lusseau, mais je pense que vous pensez la même chose, parce que vous racontez aussi à un moment donné, bloqué à l'aéroport, où vous vous retrouvez au milieu de tout le monde, et vous vivez la même expérience avec votre propre vie et votre propre destination. Rémi Gremaud utilise le mot miroir. On est face à notre miroir quand on est là. J'aimerais qu'on parle de cette expérience de l'aéroport. Alors oui, là en l'occurrence, il y avait au début du voyage, j'ai commencé par aller au Canada en fait, et puis pour aller dans l'Alberta, j'avais plusieurs escales prévues, et à un moment donné, je me suis retrouvée effectivement coincée aux États-Unis. Ce que j'ai trouvé marquant en fait avec cette expérience d'être coincé dans un aéroport, c'est que on fait l'expérience vraiment de ce que sont devenus ces endroits, qui sont des endroits où tout le monde se croise et où on voit matériellement ce que ça signifie, cette augmentation du flux touristique ou du flux des déplacements, quoi. Cette expérience-là, moi, je l'ai trouvée marquante parce que il y a un imaginaire de l'aéroport maintenant qui est devenu au fond un imaginaire collectif, hein, parce qu'on y a maintenant tous passé. À un moment donné, il y a une trentaine d'années, je pense, on n'avait pas tous fait l'expérience de l'aéroport, alors qu'aujourd'hui, c'est une expérience qui s'est hyper démocratisée. Et dans cet imaginaire collectif maintenant, quand une sorte de catastrophe survient, qui est une catastrophe relative, c'est-à-dire une vague de froid qui oblige les avions je m'excuse, je suis un peu confuse en fait par cette question-là, parce que je ne m'attendais pas à devoir parler de l'aéroport comme... On parlera des moules tout à l'heure, effectivement. C'était juste parce que... Je suis bien désolée. C'était l'expérience humaine qui m'intéressait. Disons, ce que j'ai trouvé marquant, c'est vraiment l'endroit où survient la catastrophe et où tout d'un coup, en fait, le fait que des gens se retrouvent coincés dans les aéroports devient un sujet médiatique. Parce que ça commence à intéresser les médias à partir du moment où tout le monde peut s'y retrouver, en fait, où tout le monde peut s'y reconnaître, quoi, parce que tout le monde en a fait l'expérience. Voilà. Juste 2 mots sur l'aéroport, puisqu'il en est question aussi. D'ailleurs, les aéroports, vous trouvez ça fascinant, Michel Lusseau, vous trouvez que c'est l'hyperlieu par excellence. Vous vous rappelez, vous aussi, d'une nuit d'octobre 2013 où vous vous retrouvez bloqué. Et c'est une expérience qui vous a priori aussi marqué. Oui, je pense que c'est très marquant, une expérience de blocage dans un aéroport. Je le conseille à tout le monde, hein. Il faut faire ça au moins une fois dans sa vie, parce que c'est une expérience qui est un peu angoissante. On a toujours un rapport au voyage aérien qui est curieuse, et comme dans toute expérience relativement angoissante, on voit des choses qu'on ne voit pas autrement, on se voit soi différemment. C'est pour ça que l'image du miroir est très très juste. Tous les hyperlieux sont aussi des miroirs qui nous renvoient une image de nous que parfois on est troublé de découvrir. Et dans le livre de Rémi Gremaud, je trouve ça très touchant et très beau, tous ces moments où finalement ces hyperlieux lui renvoient une image d'elle-même qu'elle n'est pas sûre de complètement comprendre et qu'elle est quand même bien obligée d'accepter. Et puis, surtout, on est sensible à des choses auxquelles on n'est pas sensible quand l'aéroport fonctionne. Vous savez, l'intérêt des hyperlieux très fonctionnels,
c'est lorsque ça dysfonctionne. Et là, devant partir à Sao Paulo, l'avion ne décolle pas pour une raison de panne, et vers 2 heures du matin, nous errons dans les couloirs de Roissy pour trouver une chambre d'hôtel, et là, que vois-je? Eh bien, pour la première fois de mes yeux vus, je savais que ça existait, je vois que des sans domicile fixe, qui sont très nombreux dans les aéroports, négocient avec des personnels de ménage le droit de passer la nuit dans les sas, dans les anfractuosités, dans les interstices, et je m'aperçois que l'aéroport, qui paraît un lieu policé, lisse, purgé de toute sa complexité sociale, purgé des troubles du monde, eh bien en réalité, non. Oui, il y a les zones de rétention, dont on sait qu'elles existent mais qu'on ne voit jamais, mais il y a aussi la très grande précarité, la très grande pauvreté qui est là, qui ne demande qu'à se montrer, mais qui ne se voit que dans ces moments un peu dérobés au fonctionnement ordinaire. Et moi, en tant que géographe très féru d'anthropologie, je trouve que ce sont ces petites scènes-là qui nous permettent parfois de comprendre mieux le monde tel qu'il est et de comprendre aussi notre embarras par rapport à cela. Parce que quand vous devez aller dans un hôtel pour passer une nuit confortable avant de reprendre votre long courrier pour visiter Sao Paulo et que vous voyez cette sorte de quart ou de 5e monde qui n'a autrement aucune visibilité, prendre possession petit à petit de ces lieux, vous vous dites, mais quelle est ma place dans ce monde? Que fais-je dans ce monde? De quoi suis-je responsable aussi dans ce monde? Et ça, j'adore ces situations-là, et je pense que Rémi Grémont en a vécu aussi beaucoup, si j'en crois son livre. Oui, c'est vrai en tout cas, par rapport aux aéroports, ce qui est frappant dans ce que vous dites aussi, c'est que c'est des environnements qu'on imagine comme étant hyper normés, alors qu'au fond, ils sont tous très différents les uns des autres dans le monde, mais parce qu'on doit y faire des choses qui sont très standardisées, voilà, on a le sentiment, en tout cas, quand tout se passe bien, que ce sont des environnements très sécurisés. Et en fait, il suffit d'un petit dérèglement pour qu'on tombe en fait dans une situation un peu catastrophique comme ça, où on ne sait plus trop quoi faire de notre corps, enfin de nos corps, parce qu'on est dans des environnements où le flux est très comment dire, où on est très bien cadré en fait, normalement. Et quand ça dysfonctionne, il suffit de très peu de choses pour que ça dysfonctionne, et on bascule dans toute autre chose, et basculer dans le chaos, dans un environnement qu'on s'imagine très normé, c'est une expérience qui est assez intéressante en soi. Alors justement, on va venir sur cette expérience, puisque c'est un peu ce que vous faites. En visitant les malls, je vais juste citer Michel Dussault sur la scène à l'aéroport. J'ai traversé cette scène comme mes comparses, sans rien en manquer, mais aussi en y consentant en quelque sorte, sans rien dire. Claire manifestation de l'ambiguïté du rôle d'acteur-spectateur que nous endossons tous. Et c'est cette notion d'acteur-spectateur qui est très intéressante. Alors ces malls, Rémi Grémont, vous y partez, vous allez le confronter finalement comme, pareil, acteur-spectateur, comme journaliste, mais aussi comme jeune femme physiquement aussi, et avec votre propre histoire, avec votre passé, avec vos ressentis, avec votre fatigue, puisque là, encore 23 jours en faisant tellement de kilomètres, j'imagine que vous ne les ressentez pas de la même manière que si vous étiez allé sur un an, quoi. 3 jours, quelque part, un mois après, 3 jours ailleurs. Non, là, vous les alignez finalement, vous faites tout en seulement 23 jours, ce qui est très, très intéressant aussi dans la démarche. Oui, alors peut-être qu'il faut que je parte de l'origine du projet pour que ce soit compréhensible, parce que sinon, évidemment, quand on dit j'ai passé 23 jours à faire le tour du monde en passant uniquement par des malls et des aéroports, les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'elle a fait une chose aussi terrible, quoi. Moi, je viens d'un environnement familial où le voyage est quelque chose de très important. En fait, là, on a une culture du voyage et un goût du voyage qui m'a vraiment, enfin, pour moi, qui m'a été transmis par mes parents. Et en fait, quand on a ce goût de l'exotisme ou cet attrait pour ça, moi, plus je voyage et plus je me rends compte que les centres des villes se ressemblent. C'est-à-dire, je me déplace de plus en plus. J'ai voyagé,
j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de villes dans le monde, et toujours plus ces villes se ressemblent parce que les centres-villes ou le paysage commercial en fait se réplique à l'identique par voilà, on voit les mêmes H&M, Zara, Starbucks partout, et ce sentiment-là très étrange de constater que le monde s'uniformise m'a donné l'intuition qu'un jour on pourra faire le tour du monde sans avoir l'impression de s'être déplacé. Et c'est pour faire l'expérience physique de cette intuition-là que je suis partie et que j'ai conçu en fait ce voyage en me disant, si je pousse cette idée à l'extrême, je vais aller dans ces centres-villes artificiels, dans ces centres-villes utopiques que sont les malls, et je vais passer, je vais littéralement faire le tour du monde pour ne rien voir. Voilà. Et je vais voir ce que ça va faire sur mon corps. C'était un peu ça le postulat de départ. Michel Dussault, par rapport à l'envie et à cette expérience-là, vous, depuis 20 ans, vous vous intéressez à cette question de la mondialisation. Est-ce que l'idée d'hyperlieu et de ce livre-là part de Venise? Est-ce que ça part aussi d'un même constat, puisque vous commencez votre livre avec cette expérience à Venise? Peut-être qu'on pourra en parler, puisque Rini Gremaud connaît aussi. Vous observez, vous êtes à Venise pendant la Biennale, et vous vous arrêtez à un moment donné, vous observez, vous dites finalement, voilà un lieu qui brasse du monde, et vous dites, les gens viennent ici parce qu'il faut être là aussi. Il y a cette question d'être et non pas de vivre le lieu. Est-ce que ça part aussi de cette uniformisation et de cette question-là d'observation du monde ? Oui, bien sûr, parce que cette uniformisation du monde, on ne peut que la constater. Le géographe que je suis, dans son travail d'objectivation, pardon du gros mot, des réalités contemporaines, il ne peut que la constater et la confirmer. Et Rini vient d'en parler très bien. Partout les mêmes enseignes, partout les mêmes paysages, partout les mêmes architectures, partout les mêmes parcs de loisirs, partout les mêmes entreprises, partout les mêmes cultures, les mêmes cinémas, et que sais-je. Partout la même nourriture. On a même inventé aujourd'hui un concept, celui de world food, ou de fusion food, pour décrire justement cette sorte de syncrétisme des cultures alimentaires. Donc, cette idée que le monde s'uniformise, nous le savons et nous le vivons parce que nous sommes souvent confrontés à cela dans les différents espaces que nous traversons. Ne serait-ce que parce que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, touristes. Je rappelle que le plus grand mouvement de population du monde contemporain, c'est le tourisme international. Il y a 1,4 milliard de touristes internationaux par an. Et si l'on rajoute le tourisme national, on estime que 4 milliards d'individus sur les 7 milliards que peuple aujourd'hui la planète font un déplacement touristique par an. C'est-à-dire que si je poussais un peu les choses, l'homo touristicus est la nouvelle espèce qui peuple la planète. Donc nous rencontrons ces mondes qui sont partout les mêmes. Et pourtant, l'expérience que chacun d'entre nous fait de ce monde relativement uniforme est une expérience qui est singulière. Et c'est ça, cette tension qui m'a intéressé à Venise. En précisant que je fais des sciences sociales, donc dans ce livre, comme dans tous mes autres livres, il y a des montées en généralité conceptuelles, ce qui fait que parfois le livre est un peu difficile, mais que je pars toujours de descriptions de cas. Et en général, ces cas sont des cas d'expérience personnelle, parce que je ne peux pas penser en me déconnectant en quelque sorte de ma propre sensibilité, de mon propre regard et de mon propre vécu. Donc, je me retrouve à Venise. Qu'y a-t-il comme lieu plus stéréotypé que Venise? Qu'y a-t-il comme lieu le plus fabriqué par le tourisme que Venise? Qu'y a-t-il comme lieu où on a l'impression qu'on sait déjà absolument ce qu'on va voir, trouver, rencontrer avant d'y arriver que Venise? C'est une sorte de poncif géographique, je dis, Venise. J'y vais et pourtant, comme à chaque fois, j'y fais une expérience singulière. Et je me pose alors la question, mais qu'est-ce que c'est que ce type de lieu, à la fois complètement générique, entre guillemets, c'est-à-dire un lieu touristique mondialisé formidable, qu'est-ce que c'est que ce lieu à la fois complètement attendu
prévisible, connu avant même de le pratiquer, et en même temps, ce lieu qui me fait vivre une expérience singulière, qui me tend ce miroir dans lequel je vais me voir moi, et pas toujours très content de me voir. Et à partir de là, j'essaye de travailler le livre Hyperlieu en disant, mais finalement, la caractéristique de la mondialisation, c'est à la fois d'installer des lieux interchangeables et en même temps de créer de la différenciation locale à partir de l'expérience que chacun fait de ces lieux interchangeables. Alors justement, Rini Gremaud, est-ce que vous avez vécu une expérience singulière dans chaque mall? Justement, c'est ça qui va nous intéresser, puisqu'on commence au Canada, jusqu'à Dubaï et Casablanca. Est-ce qu'à chaque fois, il y a une expérience singulière? Alors oui, l'expérience elle est à chaque fois différente. Ces malls, ils sont conçus partout sur un même modèle et en même temps, ils répondent à des besoins qui sont différents en fonction de l'emplacement géographique, en fonction du type de population, en fonction du climat. Enfin voilà. Donc l'usage en fait de ces environnements qui sont très stéréotypés devient différent d'un endroit géographique à un autre. Alors moi j'en ai visité à des endroits où ils ne répondaient pas du tout aux besoins de la population, c'est-à-dire c'était des centres commerciaux qui étaient qui n'étaient pas fréquentés ou très peu ou beaucoup moins que ce qu'auraient espéré les gens qui ont investi là-dedans. Et puis j'en ai visité d'autres qui qui sont des lieux hyper vivants. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce tour du monde, c'est qu'en fait, on a souvent, avec les malls, on s'imagine souvent, on connaît bien les malls américains, en fait. C'est-à-dire, c'est ceux-là dont on parle parce que c'est eux qui ont servi de modèle, en fait, à tous les autres. Et quand on parle de malls, on s'imagine aujourd'hui que c'est un modèle d'affaires qui décline, qui subit très fortement la concurrence du commerce en ligne, que les gens n'y vont plus. On aime regarder les dead malls, hein, les malls qui sont vides. Enfin voilà, c'est un peu c'est cette image-là de la fin de notre civilisation. Et en même temps, quand on fait le voyage pour aller visiter des malls ailleurs dans le monde, on se rend compte que c'est des lieux extrêmement vivants. Il y a des endroits, par exemple en Malaisie, où en fait les malls répondent complètement à un besoin de la population, un besoin de se mettre à l'abri à la fois du climat, à la fois de la violence de l'extérieur, à la fois d'un urbanisme globalement mal conçu, c'est-à-dire on se met à l'abri du trafic, on se met à l'abri... on cherche un endroit, au fond, où on peut aller promener ses enfants. C'est un peu bête de dire les choses comme ça, mais quand on a une ville qui est mal pensée, mal conçue, à tel point qu'il n'y a aucun endroit où on peut aller se promener en famille, en fait, on va aller dans un centre commercial parce que là, il n'y a pas de trafic, il y a un air climatisé, c'est plutôt agréable, il y a à boire et à manger, et surtout, il y a du loisir, en fait, pour tout le monde. Voilà. Et donc l'usage de ces centres commerciaux est très différent d'un endroit à un autre. En Chine, par exemple, c'était complètement une autre expérience. J'ai fait l'expérience d'un centre commercial qui était à peu près vide, qui avait été conçu uniquement pour, au fond, battre des records de taille. Hein. C'était un mall qui était très très grand, mais qui en même temps correspondait très peu aux besoins de la population locale et donc qui ne fonctionnait pas du tout. Voilà. On peut peut-être s'arrêter sur le mall de Dubaï, puisque vous dites que finalement c'est peut-être dans toute votre déambulation des malls, c'est peut-être objectivement, écrivez-vous, un bâtiment très réussi, pour ne pas dire exemplaire dans son genre, qui impressionne positivement. Vous ajoutez, si j'étais fan de shopping, je pense que je m'y sentirais bien. Voilà quand même un exemple d'un mall un peu différent, en tout cas architecturalement, et puis peut-être plus dans la ville que les autres. Alors, bon, le mall de Dubaï a vraiment été conçu, je pense... Enfin, il a énormément de succès. Hein. Le Dubai Mall, c'est vraiment un modèle de réussite dans son genre. Mais parce qu'il s'inscrit, au fond, dans une stratégie qui est liée au développement de la ville dans son ensemble. C'est-à-dire, il correspond complètement à ce que Dubaï cherche à faire d'elle-même, c'est-à-dire à devenir un hub touristique, un lieu de passage,
et en fait répond complètement à la demande d'une population importé. Le Dubai Mall n'a pas été conçu pour la population locale, il a été conçu pour une ville qui veut devenir un hub touristique mondial. Et en cela, en fait, c'est très réussi dans la mesure où... comment dire, ils ont appliqué des modèles, ils se sont inspirés au fond de tout ce que tout ce qu'on peut faire en termes de benchmark, et donc c'est un mall qui correspond à l'objectif de la ville dans son ensemble, voilà, et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Or, ça plaît si on aime le shopping, comme vous dites. Oui, et puis le tourisme, puisque c'est Michel Lusseau qui parlait de tourisme au départ, quand on parle de ces lieux-là où les gens y vont, et c'est une destination aussi touristique, il faut aimer ce tourisme-là. Et vous dites, finalement, je suis une touriste européenne, je viens du continent qui a inventé le tourisme. Je pense que celui que je pratique, pédestre, culturel, éco-responsable, est le seul qui vaille. Oui. En faisant ce voyage, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça remet beaucoup en question mes certitudes. C'est-à-dire que moi, je suis allée vraiment me confronter à ces lieux qui sont fréquentés par des gens qui ne sont pas comme moi, assez clairement, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes intérêts que moi. Et puis, ça m'a mis face à ce phénomène, à ce développement incroyable du loisir-consommation. C'est-à-dire que les gens sont... aujourd'hui, on se déplace, on fait du tourisme pour aller faire des achats. C'est vraiment le tourisme d'achat, c'est-à-dire on va chercher des choses on va pas rechercher ce qu'on ne connaît pas. En fait, on se déplace pour aller chercher ce qu'on connaît déjà. Et voilà, c'était ça en fait. Cette expérience-là était assez instructive pour moi, parce que je pense que c'est toujours bien d'aller voir ce qu'on ne connaît pas ou se confronter à ce qu'on n'aime pas, parce que ça permet de, comment dire, c'est un exercice d'humilité au fond d'aller voir ce qu'on n'aime pas, quoi. Venise, par exemple, Michel Lusseau, on y va pourquoi ? Parce qu'on est nombreux à avoir envie d'aller à Venise, on y va tous pour la même raison, on y va parce qu'on sait qu'on fait comme tout le monde. Est-ce qu'inconsciemment on se dit, voilà, il faut y être, et puis je parle de Venise comme je pourrais parler d'autres lieux, hein. Oui, c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi au Dubai Mall, hein. Je rappelle que le Dubai Mall, pour moi, le Dubai Mall, c'est un espace parfait. Voilà, c'est un des rares espaces parfaits que le monde compte. Et parfait, ça ne veut pas dire que j'en suis forcément content, mais objectivement, la manière dont ce mall a été conçu, la façon dont il fonctionne, laisse pantois. Tant est sophistiqué ce dispositif, tant l'aménagement est de qualité. La nouvelle extension du Dubai Mall qui a ouverte depuis votre visite, il y a une troisième qui commence, qui s'appelle Fashion Avenue, donc qui est peut-être la plus grande concentration mondiale de commerce de luxe, et absolument sidérante de qualité, d'intelligence de l'aménagement et de luxe. Il n'y a pas d'endroit plus luxueux dans le monde offert au plus grand nombre. Parce que je rappelle que Dubai Mall, c'est le mall le plus fréquenté du monde, ou peu s'en faut. Pour donner une idée au public, c'est 250 000 personnes par jour qui franchissent les limites de ce mall. 250 000 personnes par jour. 20 000 employés. Pour donner une autre idée, la plus grande gare du monde, qui est japonaise, toutes les plus grandes gares du monde sont japonaises, c'est 3 millions de passagers par jour. Un grand aéroport, c'est 300 000 passagers par jour. Donc nous voyons les fréquentations. Quand je dis que ces hyperlieux sont les espaces les plus fréquentés du monde, ça n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Le Dubai Mall est un espace parfait et on y va pour vivre l'expérience de cette visite, mais on y va aussi parce qu'il faut en être et y être. D'où l'importance d'ailleurs du selfie. L'éco-portrait, comme on dit aujourd'hui dans les dictionnaires francophones. D'ailleurs à Venise, pour revenir à Venise, que va-t-on chercher à Venise, si ce n'est le fait d'y avoir été ? Si je puis dire, l'expérience d'être à Venise
est plus importante à la limite que de savoir ce que l'on y a exactement vu et fait. Et quand vous regardez bon nombre de touristes à Venise, je ferai une toute petite parenthèse sur les touristes, l'avantage des hyperlieux aussi, notamment dans le type de visite que vous avez pratiqué, Rini, c'est que pour les habitants de l'Europe ou des États-Unis que nous sommes et qui avons l'habitude de considérer que nous sommes l'étalon du monde, eh bien dans ces hyperlieux-là, notamment à Dubaï, mais aussi aujourd'hui à Venise, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le monde est aussi chinois, que le monde est indien, que le monde est indonésien, que le monde est africain, que le monde est latino-américain. C'est-à-dire, il y a aussi pour nous, Européens, quelque chose de très étrange dans ces malls de Kuala-Lumpur, de Dubaï, dans ces resorts touristiques de l'Indonésie ou d'ailleurs, c'est que nous faisons l'expérience du décentrement. Oui, nous absolument. faisons l'expérience de ce qu'il en est d'être minoritaire dans un monde que nous croyons dominer. Et ça nous frappe beaucoup. Fin de la parenthèse, je termine sur Venise. Que font beaucoup de touristes asiatiques, notamment à Venise, sous le regard goguenard des autres, mais qui se pressent de faire finalement peu ou prou la même chose? Ils se prennent en photo, en selfie, devant des lieux où il faut être. Et ensuite, on partage sur Instagram, on partage sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, faire l'expérience du monde, c'est aussi le partager par les réseaux sociaux. C'est donc une caractéristique très singulière de ces hyperlieux. Et alors là, je peux vous le dire, qu'on retrouve partout. Mais en même temps, c'est une expérience qui est littéralement assez plate du déplacement. C'est-à-dire qu'on se déplace pour se prendre en image. Et en fait, l'expérience, elle se limite. On a souvent l'impression qu'elle se limite à ça. C'est-à-dire on voyage pour trouver des arrière-plans au selfie, en fait. Et dans ces centres commerciaux, c'est quasiment pensé comme un... c'est des moments qui sont pensés en fait par les gens qui organisent en fait ces endroits, c'est-à-dire qu'il y a des endroits pour se prendre en selfie. Il y a des sortes de baudruches, il y a des sculptures, il y a des endroits où on sait que tout le monde va passer et tout le monde va se prendre en photo. Et il faut l'avoir fait. Mais c'est une expérience qui est très plate, c'est-à-dire quand vous dites c'est une expérience singulière, ça reste l'expérience d'aller chercher une image de soi. Voilà. Allez-y, oui, Michel Lusseau. Oui, je veux réagir parce que c'est très important ce que vous dites et je suis à la fois d'accord et je nuancerai un tout petit peu. C'est effectivement une expérience que l'on appelle, que vous appelez plate. Moi, c'est ce que j'appelle une expérience présentiste. C'est-à-dire, c'est une expérience où seul le présent compte. Hein, vous voyez, seule l'actualité de l'expérience compte. Il n'y a pas d'avant. Où l'avant, c'est simplement tout ce qu'il faut endurer pour pouvoir être là. Et comme vous le décrivez très bien dans votre livre, ce qu'il faut endurer pour pouvoir être là, c'est pas toujours agréable. Mais d'ailleurs, ce que je trouve très fort dans le livre de Rini Grémaud, c'est que vous décrivez très bien, alors vous, parce que vous l'avez fait en 23 jours, mais nous avons tous vécu ça en tant que voyageurs pour ces affaires ou touristes. Vous savez, cette sorte d'état un peu d'hébétude. Cet état qui est lié à l'atmosphère pressurisée des avions, au décalage horaire, au type d'ambiance que nous avons à vivre dans les hôtels, dans les centres commerciaux, dans les transports. Nous sommes toujours un peu groggy lorsque nous faisons l'expérience du monde. Nous sommes toujours un peu flottants, incertains. Nos corps même ne sont pas tout à fait là où nous voudrions qu'ils fussent parce que les sens sont un peu atténués. Donc cet état d'hébétude, je pense qu'il est nécessaire pour que le monde soit vivable. Si nous étions parfaitement conscients tout le temps, je crois que ça serait absolument horrible. Mais nous vivons cette expérience de pur présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un travail que je continue de mener sur les malls et en particulier Dubaï, je fais cette expérience, je dirais, mais Dubaï, c'est le monde de l'enfance. C'est le monde de l'instantanéité, de l'expérience enfantine. C'est peut-être à Dubaï que j'ai compris, et dans les parcs d'attractions, bien sûr, mais les parcs d'attractions, on savait qu'on était là pour être régressif. Quand on fait avec ses enfants, on va à Walt Disney, on dit ce sont les enfants qui veulent. Mon œil. Nous faisons aussi l'expérience d'être régressif, parce que nous adorons ça, être régressif. Dans les malls ou les aéroports, nous ne sommes pas régressifs par calcul, nous sommes régressifs par nécessité. Il faut être dans cet état d'enfance pour apprécier ce que nous vivons.
Et cette expérience plate, Rini, dont vous parlez, elle nous trouble. Et je pense qu'un des problèmes du contemporain, une des raisons pour laquelle nous sommes dans une sorte de malaise, c'est que nous cherchons en permanence à retrouver de la profondeur, à retrouver de la perspective, à retrouver de l'épaisseur. Et nous les trouvons où? Nous les trouvons aujourd'hui dans le patrimoine, parfois hélas dans l'identité, parfois hélas dans la régression sur le territoire en disant finalement là où il y a de la profondeur, c'est là où simplement où je suis né. Et vous, comme vous ne pouvez pas avoir ce ressort-là, puisque votre trajectoire personnelle vous a exposé dès le départ à ce trajet, au fait que vous vous sentez comme une passagère du monde, vous êtes troublé. Mais je pense que ce dialogue entre le présent, la platitude et la profondeur, ce trialogue, c'est peut-être une des clés de compréhension du monde contemporain. Oui, c'est juste, si ce n'est que quand vous dites on passe par un état, enfin on régresse, quand on est dans un centre commercial, on régresse par nécessité, mais cette régression, elle est induite, c'est-à-dire elle a été pensée, conceptualisée, cette disneyification, en fait, elle permet la croissance et la consommation, enfin je veux dire, elle est induite elle est voulue par les gens qui conçoivent ces lieux. Et en fait, au moment où on les traverse, ces centres commerciaux, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même une manipulation qui nous fait régresser. Je ne sais pas si c'est une manipulation, parce que j'ai l'habitude de dire que comment dire, vous savez, les lieux, c'est un petit peu comme le personnel politique, hein. On dit souvent, on a le personnel politique qu'on mérite, n'est-ce pas? Je ne fais allusion à aucun pays connu, hein, en tout cas pas la France, bien sûr, je m'en garderai, mais on a le personnel politique qu'on mérite, et je pense que nous avons les lieux que nous avons installés. Je ne pense pas qu'il y ait une puissance maléfique, si vous voulez, qui aurait guidé l'évolution du monde vers ça. Je pense qu'il y a chez tout être humain une sorte d'aspiration aussi à cet allègement de l'expérience. Parce que l'expérience dont je parle, le pur présent de l'enfance, elle a aussi un mérite, c'est qu'elle nous allège. Elle nous fait être simplement disponibles à la sensation du moment. Et elle nous fait être ravis. Vous savez, nous avons tous une sorte de sourire de ravis de la crèche, hein, dans ce genre d'expérience. À Venise, ça me frappe beaucoup. Les gens ont la banane, ils sont toujours en train de sourire et ils regardent les autres en souriant. C'est d'ailleurs assez troublant de voir des lieux comme ceux-ci où on rencontre des gens très différents, à qui on ne sourirait jamais si c'était nos voisins. Et il y a une sorte de décontraction, d'apaisement. Nous sommes en quelque sorte allégés du poids de l'existence et de la sociabilité. Et ça, je pense que c'est en ce sens que je ne suis pas d'accord avec Marc Augé non plus. Et disant ça, je ne suis pas en train de dire « youpi, le monde est parfait », loin de moi de dire ça. D'ailleurs, je ne dis jamais ça dans le livre. J'essaie simplement de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est parce que, à mon sens, il n'y a pas simplement quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation par une puissance extérieure, il y a quelque chose qui renvoie à une aspiration qui est la nôtre. René, puis après on avancera sur la question des hyperlieux et on abordera d'autres lieux qui sont des hyperlieux pour Michel Lusseau. Vous aviez une remarque à faire. Non, mais ma remarque, c'était quand même de dire que quand on rentre dans un environnement comme ça, on est quand même un peu pris par la main au niveau du parcours. C'est-à-dire que c'est un peu un parcours Ikea. Enfin, tout le monde connaît l'idée. Enfin, on vous fait passer par certains endroits. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a quand même... Enfin, je veux dire, on est quand même transporté, on est quand même guidé, quoi, vers les lieux de la consommation. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il y a une espèce de force maléfique, et je dis que c'est quand même pensé par des gens, et que ces gens sont les mêmes partout, qui sont des consultants dans ce domaine-là, et puis qui répliquent des formules, quoi. Donc, voilà. Cela dit, pour les malls, vous faites la description de ces lieux-là, vous racontez votre propre expérience dans ce livre, mais vous racontez aussi l'historique des malls, et vous racontez leurs créateurs, qui sont très souvent
des marchands au départ, et des petits marchands de tapis, marchands d'oranges, qui ont ou traversé une mer pour venir s'installer et créer. Ça vient au départ de petits vendeurs qui ne se sont pas dit je vais faire un Ikea ou faire ça. Au départ, c'est des histoires d'hommes et de petits marchands. Alors, oui, c'est-à-dire que je l'ai présenté comme ça, c'est des histoires d'hommes et de petits marchands, dans la mesure où j'ai d'abord essayé de comprendre d'où venait l'argent. Alors, le principe, c'est toujours le même, c'est que l'argent, il vient du travail sur une génération en tout cas, d'un argent accumulé qui a besoin de s'investir quelque part et qui s'investit dans l'immobilier. Mais ensuite, les gens qui conçoivent ces lieux ne sont pas les petits marchands dont vous parlez, ou dont il est question dans ce livre, c'est des consultants. C'est des consultants qui sont formés dans les grandes écoles de commerce et qui fabriquent, qui se copient partout dans le monde et qui fabriquent les mêmes présentations PowerPoint qui sont achetées par les mêmes personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont besoin de l'investir quelque part. Enfin, je simplifie vraiment à l'extrême, mais disons, c'est pour dire que ça ne provient pas d'une tradition, mais ça provient d'une nécessité d'investissement. Voilà. Juste peut-être un point là-dessus. Dans mon livre, je rappelle l'historique des malls, création américaine dans le Minnesota dans les années 50, et j'essaye de redonner sa place à un personnage très singulier et sans doute très important de l'histoire du XXe siècle. Peut-être un des personnages les plus importants avec Walt Disney, par exemple, mais moins connu que Walt Disney, qui s'appelle Victor Gruen, qui est un architecte viennois, juif, émigré aux États-Unis, et qui est l'inventeur du mall contemporain. Et ce qui est troublant, c'est que quand Gruen invente le mall contemporain, c'est-à-dire une boîte fermée, avec les commerces disposés autour d'allées parfaitement architecturées, eh bien, Gruen le fait pour essayer de créer de nouveaux espaces de vie. À une époque où la suburbanisation, la périurbanisation américaine fait rage, les banlieues pavillonnaires s'implantent, et Gruen dit « mais les Américains ne vont plus se rencontrer. Ils sont en train de partir des centres-villes, ils ne vont plus se rencontrer. » Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à cette époque existe ce que l'on appelle aux États-Unis le white flight, c'est-à-dire le départ des Blancs pour fuir les minorités noires des espaces centraux. Et Gruen dit, les Américains ne vont plus se rencontrer dans leur diversité d'origine et leur diversité sociale. Et il essaie de créer un endroit autour d'une place centrale qu'il pense sur le modèle de la place viennoise, de la ville européenne, pour que les gens convergent. C'est très étrange de voir que l'espace qui paraît aujourd'hui le plus typique de l'artificialisation commerciale du monde, c'est un espace qui a été conçu au départ pour créer de la sociabilité là où elle n'existait pas. Et ça fait partie de ces paradoxes fascinants du monde contemporain. Et je pense qu'il ne faut d'ailleurs pas vouloir régler ces paradoxes. Il faut peut-être simplement les prendre en considération. Alors moi c'est en lisant Victor Gruen ou en m'intéressant à son travail que je me suis rendu compte qu'en fait ces centres commerciaux sont des utopies. C'est vraiment cette idée qu'on va recréer un centre-ville artificiel dont on va enlever tout ce qui est gênant, on dépose sa voiture à l'entrée et puis on laisse la place uniquement aux loisirs, on flâne, on est à l'abri du climat. Enfin, encore une fois, c'est cette volonté de base. Enfin, c'est une volonté sociale en fait, celle que vous décrivez, enfin celle qu'avait Victor Gruen, c'est d'être au service de la société. Une volonté sociale et politique, pardon Sarah, mais je suis bavard même par Skype, c'est terrible. Donc, c'est aussi une volonté. Vous êtes puni, Michel Dussault, il y a une petite coupure. Je vous laisse recommencer. Voilà, Big Brother est là. Donc, c'est une volonté sociale et politique. Vous parliez d'Hannah Arendt. Je pense qu'il n'y a rien de plus politique que ce qui renvoie à la cohabitation des êtres humains entre eux. Voilà, il n'y a rien de plus politique. Et ce que propose Gruen, c'est aussi un modèle politique. C'est un modèle politique de sociabilité pacifiée par le commerce.
alors on dira c'est scandaleux. Mais n'oublions pas que dès le monde grec, deux espaces de référence structurent la pensée de ceux qui observent la société grecque et notre tradition européenne. Ces deux espaces sont d'un côté l'agora, l'espace de civilité dont nous faisons grand cas et qui constitue pour nous la référence de l'espace politique, mais il y a l'autre espace qui s'appelle en grec l'emporium, qui est l'espace du négoce et qui est aussi un lieu de sociabilité. Et si je poussais le bouchon un peu loin, je le fais d'ailleurs un peu dans le livre parce que les sciences sociales sont aussi là pour faire des hypothèses et ensuite voir si elles se vérifient ou pas, je dirais que les hyperlieux commerciaux sont des espaces politiques parce qu'aussi ils nous permettent d'observer ce qu'il en est d'une sociabilité pacifiée par le commerce. Et le paradoxe, c'est que dans un lieu, dans un monde qui est de plus en plus brutal, violent, inégalitaire, ségrégé, où chacun essaye de se protéger de l'autre, eh bien, paradoxalement, dans un hyperlieu commercial, on rencontre de la diversité. Aux États-Unis, si vous voulez rencontrer des Noirs et des Blancs ensemble, eh bien, il faut parfois aller dans un mall, parce que dans une rue de centre-ville, vous ne trouverez plus ce mélange. Il y a quelque chose de très étrange dans cette situation-là. Petite question concernant justement le soi et le moi, parce que vous dites, Rini Gremaud, que quand vous voyagez, vous aimez l'image que vous avez de vous en tant que voyageuse solitaire, celle qui laisse à la maison le moi social, le moi qui triche, et vous dites, je ne parais plus, je n'existe pour personne. Est-ce que justement ces lieux-là, ces hyperlieux, et on l'ouvrira du coup peut-être à des lieux comme Place de la République où on s'est réunis pour d'autres raisons, peut-être d'ailleurs ça peut être beaucoup de lieux. Est-ce que ce ne sont pas des lieux où effectivement on laisse un peu à la maison ce moi social? Alors bon, c'est exactement ça qui a été difficile pour moi pendant ces 23 jours, c'est que moi, j'ai dû me questionner beaucoup sur pourquoi est-ce que je voyage. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion assez simple que je voyage, moi, pour disparaître. C'est-à-dire que, alors pour des raisons qui m'appartiennent, après on voyage tous pour une raison, mais moi ce que j'aime dans le voyage, c'est disparaître complètement et n'être plus qu'un regard qui se promène sur des choses qui ne m'appartiennent pas. Enfin, voilà, c'est exercer ma curiosité et disparaître complètement et m'effacer. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui se déplacent aujourd'hui, ou des gens le tourisme tel qu'on nous le vend aujourd'hui, consiste précisément à se déplacer pour se prendre en image. C'est-à-dire pour aller se photographier, et si c'est pas pour aller se photographier, c'est pour aller acheter des choses qui vont renforcer peut-être leur image d'eux-mêmes, ou en tout cas leur faire plaisir sur le plan de leur propre apparence. Et voilà, c'est le fait de comprendre que le tourisme, ce qu'il est devenu aujourd'hui, vend davantage l'apparence que la disparition. Voilà, alors que... Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'appartenais pas à ce monde-là, quoi. Alors, est-ce qu'on va pour la même raison dans un mall, à Venise, à Times Square? Par exemple, vous avez parlé de Disney, on va pas s'arrêter, on a peu de temps, mais Disney est un des acteurs importants de Times Square, vous le racontez, Michel Lusseau. Est-ce qu'on va pour la même raison à Venise, dans un mall, dans un aéroport, qui sont tous pour vous des hyperlieux, que Place de la République en 2015? Est-ce qu'on y va pour exister et se prendre en selfie, parce qu'on se prend aussi en selfie dans des lieux qui représentent le chagrin, où on y va pour vivre une expérience de foule humaine au milieu des autres? Je pose la question à Michel Lusseau.
Oui, cette question de la disparition est très fascinante dans le livre de Rini Grémaud. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, hein, ce livre est un très beau livre et c'est pas du tout simplement une description journalistique des Maules. C'est un livre extrêmement sensible et prenant sur justement ce qu'il en est de son rapport au monde. Et c'est toujours très important d'essayer de se demander ce qu'il en est de notre rapport au monde, parce que finalement c'est ça exister, hein, c'est définir notre rapport au monde, parce qu'en définissant le rapport au monde, on définit le rapport à soi. Et comme chacun sait, c'est du boulot, hein, de définir le rapport à soi-même. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est à partir de lieux un peu emblématiques, caractéristiques de la mondialisation, aéroports, malls, parcs d'attractions, grands espaces publics, je suis allé ensuite observer des lieux un peu différents. J'ai passé mon hypothèse au crash test de lieux différents. Donc je suis allé voir la place de la République au moment de Nuit debout, ou après l'assassinat des journalistes de Charlie. Je me trouvais à Paris et j'étais là ce soir-là, mais je suis aussi allé observer des zones d'aménagement à défendre, des espaces de contestation de l'ordre mondial, et j'y ai retrouvé 2 ou 3 ou 4 ou 5 caractéristiques communes que j'essaye de présenter dans le livre. Donc, comme il faut bien que je ne sois pas présent, inciter les spectateurs à acheter ce livre, je ne vais évidemment pas tout dire aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que vous achetiez et le livre de Rini et le mien, que vous l'offriez à Noël en paquet cadeau avec un bolduc rouge. C'est le même éditeur en plus, donc allez-y. J'essaye de retrouver des caractéristiques communes, et il y a 2 caractéristiques communes que je vais développer très rapidement, qui m'importent. L'important dans un hyperlieu, ou place de la République, ou dans une ZAD, réfléchissons-y, l'important c'est d'être là. Voilà. Cette toute simple idée, j'y suis, j'en suis. Hein, je suis là et je fais partie de ceux qui y sont. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. D'ailleurs, quand nous racontons nos vies, réfléchissons à la manière dont nous avons de mettre en récit nos existences. Très souvent, nous disons « j'y étais »,« j'en ai fait partie ». Dans 10 ans, les spectateurs de notre rencontre diront « j'étais à Chaumont le jour où il y a eu cette première interview dans un salon littéraire à Chaumont par Skype ». Hein, ils ont été dans cet endroit-là à ce moment-là. Donc, être là, c'est vivre un moment de lieu. Vous voyez l'expression un peu paradoxale. Nous vivons un moment de lieu. C'est le vieux français, laps de temps. Pardon Michel Husseau, je vous coupe juste. Quand vous dites ça, ça veut dire qu'on est, en vivant le moment, on crée du souvenir et on crée un passé, c'est ça ? Exactement. Les neurosciences elles-mêmes nous montrent qu'une des caractéristiques de la mémoire humaine, c'est qu'elle lie très souvent les événements au lieu. Nous avons une mémoire topographique, nous avons une mémoire géographique. Lorsque nous voulons nous rappeler d'un souvenir, nous sommes très souvent obligés de passer par les lieux du souvenir et la manière dont ils s'imprègnent, dont ils nous impriment, dont nous les absorbons. Donc cet être-là est constitutif de nos vies. Mais revenons à l'étymologie du mot exister. Existere, ça veut dire se placer hors, c'est-à-dire se déplacer. Finalement, l'existence, c'est d'aller de lieu en lieu. Et d'ailleurs, Georges Perec l'avait compris quand il disait vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le moins possible de se cogner. Je cite mal de mémoire. Perec avait saisi l'idée que l'existence, c'était le passage d'un lieu à un autre. Et puis la deuxième caractéristique, et j'aime beaucoup l'idée de ne pas se cogner, c'est exactement ce qu'on voit dans le livre de Rini Grémaud, elle se cogne, elle se frotte et elle s'embarrasse de ça. Et puis la dernière chose très vite, c'est que nous sommes là et nous essayons de vivre ce moment en affinité avec d'autres. Moi, ce qui me frappe dans les hyperlieux, c'est le fait qu'il y a une sorte de familiarité avec autrui qui s'établit simplement parce que nous partageons le même moment de lieu. Une familiarité qui est un lien faible,
Nous n'allons pas partir en vacances avec ces gens, nous n'allons pas vivre notre vie avec eux, encore que l'hypothèse du coup de foudre n'est pas écartée, a priori, mais nous avons une sorte de lien faible avec d'autres, mais nous construisons un tout petit moment de commune humanité, suspendu, sans autre forme de considération que ce qui fait communauté à ce moment-là, c'est simplement le partage de cet espace-là. Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête sur cette question de la communauté et sur ce qu'on voit naître depuis quelques années. On a l'image de certaines ZAD, on a quelques images de groupes qui se sont créés via les réseaux sociaux, entre autres. Et vous écrivez, Michel Lussault, quel est leur mode opératoire? Des individus librement rassemblés, sans ancrage partisan évident, ni expérience politique pour une majorité d'entre eux, suivent les appels qui circulent dans des réseaux sociaux et adhèrent au mouvement. Ça fait politique aussi. Ça fait sens, ça fait politique. Et voilà, des nouveaux espaces, des nouveaux lieux qui se créent simplement par nous, par le citoyen, par les citoyens, via les réseaux sociaux. Écoutez, j'ai été fasciné par ce qui s'est passé à partir de 2011 sur les places publiques qui ont été périodiquement occupées par des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont décidé de manifester un mécontentement politique simplement par l'assemblement. Occupy Wall Street, les indignés à Madrid, Nuit debout, il y a eu plus de 2000 occupations de places publiques depuis 2011. Il y en a une pratiquement chaque semaine, partout dans le monde. D'ailleurs, les pouvoirs politiques essaient de le réprimer. À Hong Kong, là, les meneurs du printemps des parapluies viennent d'être condamnés à de la prison. Mais ces gens, qui sont-ils? Ils contestent un ordre qu'ils estiment injuste par la seule puissance du rassemblement sur place. Allons moins loin et parlons de notre présent. Les Gilets jaunes? Quelle est la puissance du mouvement des Gilets jaunes qui m'empêche d'être présent avec vous ce matin? Eh bien, il s'agit un peu de la même chose, des individus qui ne se connaissent pas, par des appels à la mobilisation qui sont finalement assez évanescents, pas très structurés, qui ne rentrent pas dans les cadres classiques de la mobilisation politique. Que font-ils? Ils prennent place collectivement dans des endroits stratégiques et ils suffisent, rien qu'en faisant cela, rien qu'en prenant place, ils suffisent à créer un mouvement politique qui met un pouvoir fort, comme le pouvoir de l'État français, dans un embarras évident pour tout le monde. Ça, c'est très intéressant pour un géographe que d'observer ça. Et en 2 mots, qu'est-ce que ces fonctionnements, qu'est-ce que ces nouveaux lieux et collectifs disent de demain? Michel Lussault. Alors, je ne sais pas. Si je le savais, je serais installé comme gourou, multicarte, expert des lendemains. Je peux simplement dire que l'hypothèse que je fais dans ce livre et dans tout mon travail, c'est que le monde de plus en plus globalisé que nous vivons, le monde est de plus en plus mondial. C'est bizarre de le dire comme ça, mais voilà, c'est vrai. Le monde n'a jamais été aussi mondial qu'aujourd'hui. Nous avons l'impression que ce qui se passe au plus lointain est immédiatement quelque chose qui peut venir à notre conscience et qui peut venir à notre présence. Le monde est de plus en plus globalisé et l'hypothèse que je fais, c'est que pour comprendre ce monde, nous arrimer à ce monde, essayer malgré tout d'en faire quelque chose et de faire quelque chose de nous, chacun d'entre nous et nous collectivement dans ce monde, eh bien nous ne pourrons pas nous passer de la puissance des lieux. Donc l'hypothèse que je fais à la fin du livre, d'ailleurs dans une sorte de conclusion d'ouverture politique, c'est de dire, si nous voulons gouverner ce monde, eh bien paradoxalement, il faudrait peut-être essayer de réfléchir à ce que voudrait dire un gouvernement par les lieux. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais que tout ce qui se passe depuis quelques années devrait nous y pousser, y compris les problématiques de crise environnementale. Finalement, nous gérerons la crise environnementale sans doute avec des grandes décisions mondiales, encore qu'on voit qu'elles sont souvent très peu appliquées, mais ne gérerons-nous pas mieux la crise environnementale en partant des lieux, c'est-à-dire en essayant de construire du commun d'action à partir de ces lieux. Et c'est un peu la conclusion du livre, qui n'est pas simplement un livre sur les centres commerciaux, mais comme le sous-titre le dit, une géographie de la mondialisation un peu nouvelle. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt à passer par les lieux. Et pour moi, le livre de René Grémaud a été, je dois lui dire, une sorte de confirmation de cette intuition-là.
Je pense alors elle vous l'a dit avant, mais votre livre aussi a rajouté, moi je voulais, puisqu'on vient de parler de la fin de votre livre, moi ce qui m'intéresse aussi c'est la fin du livre de Rini Gremaud, puisque ce voyage en 2014 a changé beaucoup de choses pour vous, et ce n'est pas un livre que sur les môles, mais c'est un livre sur le voyage, sur le mouvement et sur votre propre histoire. Et ça, on ne l'a pas dit, mais vous le découvrirez dans le livre aussi. Et vous dites voyager, je l'ai souvent fait depuis, voyage de retrouvailles avec la Corée, puisque vous êtes né en Corée du Sud, aller-retour, voyage de tourisme, aller-retour aussi souvent que possible, puis voyage d'affaires, reportage, mais le tout premier dont je n'ai aucun souvenir, vous aviez 3 ans quand vous êtes venu en Suisse. Je n'ai aucun souvenir, me hante tous les jours parce qu'il me constitue, il m'habite, ou plutôt je l'habite encore, je le refais sans cesse. Ce voyage est dans tous mes voyages, je l'interroge, j'en cherche inconsciemment les traces, les sensations dans chacun de mes déplacements, dans tous les lieux de partance du monde. Finalement, c'est aussi ça que vous questionnez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notre place dans le monde qu'on questionne quand on parle des lieux. Oui, en tout cas, ce passage-là que vous citez, c'est celui au moment où d'écrire et au moment où j'ai dû m'interroger sur pourquoi est-ce que j'aimais le voyage et pourquoi est-ce qu'au fond je ne l'aimais plus d'une certaine manière. C'est parce que je me suis rendu compte que le goût de l'ailleurs est complètement central dans mon histoire, ou en tout cas peut-être dans la rencontre de mes parents, et qu'au fond, moi, je suis née du désir du voyage. Je suis née d'un désir d'exotisme, et qu'en fait, ce désir-là est peut-être de moins en moins possible dans le monde tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Dans les cadeaux de Noël, donc, comme le proposait Michel Lusseau, il y a un monde en toc, Rini Gremaud, éditions du Seuil, édité, préfacé par Olivier Rollin. Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation, dans la collection La couleur des idées, Michel Lusseau, aux éditions du Seuil. Moi, je propose de rajouter un petit livre, c'est Espèce d'espace. Vous serez d'accord, Michel Lusseau? Ah oui. De oui, Pérec. oui, oui. Et moi aussi. Voilà, et vous aussi. Merci infiniment, merci beaucoup.